Docteur Freeman, vous avez décidé de poursuivre votre quête de connaissances quant à l'histoire de la série Half-Life, et j'ai décidé de vous la donner. Half-Life Alyx est sorti en 2020 et ça fait maintenant 5 ans que ma série de vidéos sur l'histoire d'Half-Life était au point mort. N'hésitez pas à la consulter si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, mais dans le cas où vous n'auriez pas 25 minutes à perdre, pas de panique, on démarre tout de suite par une courte recontextualisation. Au début des années 2000, on a les événements qui se produisent dans Half-Life 1 et ses extensions. Alors tu connais, résonance en chaîne, ouverture d'un portail entre Xen et la Terre, destruction du Nihilant et également du complexe de Black Mesa. Half-Life 1 s'achève avec la mise en stase de Gordon Freeman par le G-Man, mais également du Marines Adrian Shepard qui restera probablement pour le restant de ses jours. Alors la suite n'apparaît dans aucun jeu, mais on en entend parler à plusieurs reprises, c'est la guerre des 7 heures. En gros, c'est le cartel qui sort de nulle part et qui profite de l'ouverture de portail à Black Mesa pour venir soumettre la Terre dans une guerre massive qui s'achèvera en 7 heures. On sait ensuite que 20 ans passent entre Half-Life 1 et Half-Life 2, date à laquelle le G-Man attrape Freeman par le callback dans sa cellule de stase pour l'envoyer à coup de tatane en Europe de l'Est, là où le cartel est bien implanté. Avec l'aide d'Alyx et de la Résistance, Gordon Freeman détruit le noyau de la citadelle du cartel, puis dans la foulée se voit imposer un nouvel état de stase par l'autre FDP omniscient. Les deux extensions d'Half-Life 2 se déroulent toujours la même année, et dans l'épisode 1, on voit les Vortigones sauver Gordon et Alyx des griffes d'Olivier Véran. Ensemble, ils prennent la fuite et réussissent à quitter Cité 17 en échappant à l'implosion de la citadelle, cette dernière initiant la génération d'un super portail de communication avec le monde du cartel. Dans Half-Life 2 épisode 2, nos héros subissent une embuscade, Alyx se fait désanusser par un chasseur, puis à nouveau les Vortigones apportent leur aide et par d'étranges rituels, s'efforcent à remettre sur pied la jeune rebelle. Événement important, à ce moment-là le G-Man arrête le temps et vient faire un mystérieux discours susurré à l'oreille d'Alyx. Préparez-vous à des conséquences imprévues. Voilà pour l'ensemble des jeux Half-Life 1 et 2 ainsi que leur extension, maintenant, place à Alyx. Le jeu sort en 2020 mais l'intrigue se déroule 5 ans avant les événements de Half-Life 2. On y incarne alors la jeune Alyx, résistante de 19 ans, présente dans Half-Life 2 qui naturellement était très jeune lors de l'événement de Black Mesa. Elle n'a donc jamais connu Freeman, si ce n'est au travers des récits de son papa qui travaillait à Black Mesa et qui plus est dans le même département que Gordon. Au début du jeu, elle est en mission de reconnaissance. Elle contemple la ville de Cité 17 et remarque le cartel déplacer du matériel dans la zone de quarantaine. En parallèle, son papa, Eli Vance, chef de la résistance, lui indique par transmission radio que le cartel a intercepté un important chargement. Alors qu'Alyx descend dans les rues de Cité 17, l'ambiance change subitement. Les patrouilles du cartel sont omniprésentes et rendent chaque recoin inquiétant, et on se rend vite compte qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Des drones flottants surveillent les ruelles et des citoyens sont arrêtés sans ménagement. Alyx arrive à son QG et se retrouve témoin de l'arrestation de son père. Elle se prend également un coup de tatane sur la caboche et se réveille dans un camion conduit par un soldat du cartel. Situation merdique, mais on est à 10 minutes du jeu, alors naturellement... Sauvé par le drone de Russell, un pote de la résistance, Alyx parvient à rejoindre son QG et commence à élaborer un plan avec lui. Un plan pour libérer son papa. Allison, ton père va être exfiltré vers la prison de Nova Prospect par un train qui va prendre cet itinéraire. Tu pars à pied avec un flingue de merde, tu traverses toute la zone de quarantaine truffée de crabes de tête, de zombies, de barnacles et de soldats du cartel. Une fois que t'arrives à cette bifurcation, je me démerde pour stopper le train proprement. Super, on part quand? Tu pars maintenant, Allison. Alexandre, oublie pas ton flingue de merde! Prends ce chargeur et gâche pas les balles, je les ai comptées. Fist. Après avoir piraté la porte d'entrée de la zone de quarantaine, elle traverse ce qui pourrait ressembler à une sorte de sanctuaire envoûté par de la magie Vortigone. On peut y voir des fresques qui illustrent le passé, comme par exemple l'événement de Black Mesa, et ici on semble même avoir une confirmation de cette théorie selon laquelle les Vortigones furent jadis les esclaves du Nihilant, jusqu'à être sauvés par un geek à lunettes, ce qui au passage explique clairement la reconnaissance des Vortigones envers Gordon Freeman dans Half-Life 2. Quelques tunnels plus loin, Alyx croise un Vortigone isolé des siens qui demande de l'aide pour sauver ses confrères, et pour faire ça il lui indique qu'elle doit suivre l'étoile polaire. Le Vortigone indique que le cartel prive son peuple de leur vortessence, c'est-à-dire de l'énergie mystérieuse qui les lie entre eux. Ensuite, il prévient Alyx que son père est comme mort et qu'elle n'a pas le pouvoir de changer sa destinée, un peu comme si les Vortigones avaient la possibilité de lire certains événements à venir. Alyx continue son chemin et finit par arriver au triage qui lui permet de stopper le train où son père est captif. Russell, je suis en place. Tu peux prendre les commandes du train pour le mettre à l'arrêt. Russell? Russell, réponds bordel, le train arrive d'une minute à l'autre. Oh mon dieu, comment je vais faire? Papa, tiens bon! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Il a survécu, c'est sûr! Ah! Papa? Oh, papa! Alyx! T'es là, t'es vivant! T'inquiète pas, je te laisserai pas tomber! Accroche-toi, attrape ma main! Oui, vas-y! Non!
Ellie est sauvée par le Vortigone croisé quelques heures avant. Désormais on apprend que le chargement du cartel qu'Ellie et Russell avaient repéré au début du jeu, c'est en réalité une super arme retenue dans la zone de quarantaine à l'intérieur d'un énorme coffre-fort, le Vault en anglais. Ma chérie, moi je rentre au QG faire des trucs importants. Il faut que tu restes seul et sans défense dans la zone de quarantaine pour aller récupérer ce qu'on suppose être une super arme et qui est retenue dans un coffre-fort de 250 mètres de long en lévitation au-dessus de la ville. Bon courage, je t'aime. Oh non, papa, m'abandonne pas. Comme d'habitude, Alix se retrouve seule face au reste du monde. Elle dérouille des drones, explose des cerveaux de miliciens et transforme quelques sacs à vin en petits tas de cendres bien compacts. Rapidement, elle arrive face à cet hôtel que lui avait indiqué le Vortigone en lui disant de suivre l'étoile polaire pour sauver ses confrères. Le bâtiment est truffé de monstres xéniens et Alix y rencontre même de nouvelles espèces comme cette sorte de crabe électrique capable de se réincarner dans le cadavre de zombies. Après une lutte éreintante, elle finit par réussir à atteindre le sommet de l'immeuble et trouve un moyen de débrancher le Vault de la première sous-station, ce qui a pour effet de libérer le premier poteau Vortigone. Et là on apprend que le cartel garde un certain nombre de Vortigone captifs justement pour leur pomper toute leur énergie dans le but de maintenir verrouillé le Vault et la super arme à l'intérieur. Désormais le Vortigone s'engage à libérer le reste de ses potes et de terminer le boulot de déconnexion des sous-stations, puis demande à Alix de se rendre au Vault. Et rapidement on commence à voir de loin s'exécuter le plan de la team Vort qui peu à peu font tomber les sécurités du coffre. Entre temps on apprend que Ellie a rejoint le QG avec Russell et qu'Alix doit se bouger le fiac pour récupérer la super arme avant la nuit. Mais Alix c'est pas une pistache, même si son temps est compté, elle traverse sans mal les quartiers les plus malfamés de Cité 17, riant à la barbe des super cops les plus effrontés. Elle fait la connaissance du patibulaire Jeff, un connard de zombie invincible mais souffrant de cécité. Bien qu'il lui fasse vivre une expérience horrifique, il ne parvient pas à lui ôter son air goguenard et d'autant moins lorsqu'il se retrouve enfermé dans un broyeur à ordures. Pour terminer son péril, Alix traverse un zoo infesté de fourmilions et c'est après une succession notable de démembrements qu'elle atteint non sans mal un panorama majestueux donnant vue sur l'annihilation de la dernière sous-station protégeant le Vault. Malheureusement, un système de secours s'active et maintient malgré tout le complexe en lévitation. Mais pas question de s'arrêter là, Alix doit maintenant trouver la commande pour désactiver ce mécanisme. Dans son approche, elle surprend une voix féminine en conversation avec ses supérieurs et à cet instant, on découvre que cette silhouette insiste sur l'urgence de déplacer la boîte avant l'arrivée d'Alix, mettre cette boîte en sécurité avant que ce type ne parvienne à s'échapper et foutre le boxon comme il l'a fait à Black Mesa. Vous l'avez compris, on sait maintenant que Freeman est retenu dans le Vault et juste un peu plus loin, Alix traverse une petite chambre qui semblait abriter un détenu et certains éléments prêtent à penser que ça aurait pu être la geôle de Gordon. Alix finit par localiser les commandes de secours qui permettent de sécuriser le Vault et entreprend un piratage particulièrement complexe pour initier l'amarrage. En recherchant l'entrée du coffre, elle se retrouve confrontée à un terrible jeu du chat et de la souris avec un Striders, puis enfin, elle parvient à se glisser dans une ouverture vers le mystérieux coffre-fort. Elle se retrouve dans un environnement semblable à l'urbanisme de Cité 17, mais tapissé d'une physique étrange, voire baignée dans un environnement paranormal. Et c'est après une série d'abominations complètement surréalistes et un dernier combat des plus étranges, qu'elle atteint ce qu'on pourrait qualifier de cellules dont l'occupant nous semble familier. Le vaccin, il les protège à 95% des formes graves. Le G-Man explique à Alix qu'un dispositif d'une telle envergure n'aurait pas été nécessaire pour retenir Freeman prisonnier. Il lui pose alors une question. En quoi souhaiterait-elle altérer la réalité ? Alix sans hésiter demande la disparition du cartel, mais le G-Man refuse, évoquant une incompatibilité avec les intérêts de ses employeurs. À la place, il lui propose de lui offrir quelque chose qu'elle ignore désirer. C'est alors qu'il la plonge dans une vision du futur, à savoir celle de la mort de son père, Ellie Vance, telle qu'elle se produit à la fin de Half-Life 2 épisode 2. Il lui propose de choisir si Alix veut sauver son père et, sans surprise, elle s'exécute. À ce moment-là, on assiste à une fin alternative d'Half-Life 2 épisode 2 où Ellie survit mais en échange, Alix se volatilise, le tout sous les yeux du G-Man qui observe depuis une plateforme. Et c'est ainsi que finit Half-Life Alyx et la team de Valve est vraiment balèze pour nous laisser constamment miroiter en attendant leur prochaine suite. Alors j'ai pas envie de faire 50 théories farfelues sur ce qui nous attend dans Half-Life 3, cela dit, voyons un peu ce que nous apprend cet épisode d'Half-Life et faisons le point sur les questions qu'on est en droit de se poser et de mettre en perspective. La première question qu'on se pose et pour laquelle on n'a toujours pas de réponse, c'est qui est le G-Man ? Alors certes, c'est pas une grosse surprise, mais le G-Man semble toujours agir comme un agent ou un intermédiaire pour des employeurs mystérieux, et ces derniers, tout comme lui, restent non identifiés. On sait désormais que le G-Man a une capacité à manipuler le temps et l'espace, ce qui le place totalement en dehors des lois de la physique connues.
Il semble toujours tenir un rôle de recruteur en engageant uniquement des agents humains comme Gordon, Alix ou Adrian Shepard pour accomplir des missions spécifiques. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut ce G-Man? Et ici même chose, on n'a pas la réponse, et les seuls axes de réflexion logique, il n'y en a pas 50. Dans Alix, il apparaît de plus en plus évident que le G-Man est opposé au cartel, puisqu'en capturant le G-Man, le cartel semble vouloir éliminer une menace. Et c'est sûrement en manipulant Alix, comme il l'a toujours fait avec Gordon, que le G-Man a réussi à obtenir sa libération, sauf que si tel est le cas, ici il l'a fait depuis sa captivité. Si tout ça n'est que tromperie et qu'anéantir le cartel n'est pas l'objectif des employeurs du G-Man, alors faudra attendre la suite pour en savoir plus, car Valve nous laissera sûrement pas construire des théories à la hauteur de la surprise qu'ils veulent nous balancer au travers la gueule. Maintenant on peut se demander pourquoi il attire Alix vers lui pour visiblement remplacer Gordon Freeman, d'autant qu'il insinue que Gordon n'a pas été à la hauteur des missions qui lui ont été confiées. Et là-dessus j'ai plutôt l'impression qu'il voit en Alix un personnage plus facilement manipulable, elle est plus jeune, moins expérimentée, et d'ailleurs on peut comparer les dilemmes qui sont imposés à Freeman et Alix. À la fin de Half-Life 1, Gordon a le choix entre travailler pour le G-Man et entrer en stase ou refuser son offre, et le joueur peut prendre cette décision, tandis qu'à la fin d'Alix, il n'y a pas de libre arbitre. La seule action possible, c'est en effet de sauver son père, ce qui au passage assure au G-Man l'engagement futur d'Alix. Dernière chose qui me tracasse, c'est pourquoi le G-Man ne manipule-t-il que des humains? On peut imaginer qu'ils sont plus facilement manipulables, mais aussi potentiellement plus créatifs, plus tenaces, peut-être même qu'ils fascinent le G-Man ou ses employeurs. Et concernant son mode opératoire, on remarque qu'après avoir offert à Alix la possibilité de modifier le futur, le G-Man apparaît à quelques mètres de la scène qui reprend son cours en observant avec un calme stoïque. Et ça soulève des questions intéressantes. Est-ce que ce procédé, Gordon y est confronté depuis le début d'Half-Life 1? Est-ce que chaque apparition énigmatique du G-Man aurait impliqué une modification temporelle, et surtout, est-il limité à utiliser cette méthode uniquement sur les humains? Quoi qu'il en soit, le G-Man n'apparaît à aucun moment dans Half-Life Alyx. Si cette hypothèse s'avère juste, ça signifie qu'il dispose d'un autre moyen pour influer sur les événements sans avoir recours à des manipulations de l'espace-temps. D'ailleurs, il est même possible qu'il soit même pas à l'origine de sa propre libération orchestrée par Alyx. On va parler quelques instants de nos potes les Vortigaunts. Pas grand chose de nouveau dans Alyx, cela dit, on nous confirme que les Vortigaunts sont sans doute les seuls êtres capables de s'opposer au G-Man. Ils disposent de pouvoirs redoutables, comme le montraient déjà leurs interventions dans Half-Life 2, en sauvant Freeman de la stase ou en permettant à Alyx de ne pas mourir dans Half-Life 2 épisode 2. On découvre qu'ils ont été séparés de la vortessence, cette énergie qui les relie entre eux et leur permet de percevoir et de comprendre des concepts bien au-delà des limites de l'esprit humain, comme l'espace-temps ou d'autres phénomènes tout aussi énigmatiques. Les Vortigaunts semblent comprendre la véritable nature du G-Man mieux que quiconque, ils le décrivent implicitement comme une force dangereuse et imprévisible et ils lâchent rien pour lui mettre des bâtons dans les roues. On a également la confirmation que les Vortigaunts ont été esclaves du Nihiland, qui pourraient pourquoi pas être liés d'une manière ou d'une autre aux employeurs du G-Man. Ensuite on a le mystère de cette ombre qui discute avec le cartel, est-ce que ça serait pas Judith Mossman de Half-Life 2? Si Judith Mossman est l'ombre du chapitre 9, on n'en serait pas des masses avancées. Pour rappel, dans Half-Life 2, elle joue l'agent triple, d'abord membre de la résistance, elle fait semblant de les trahir pour le cartel avant de retourner sa veste une nouvelle fois pour chier dans les bottes du cartel à la fin du jeu. Si cette ombre est vraiment Judith Mossman, était-elle réellement sous la coupe du cartel à ce moment-là, ou était-elle déjà en train de poser les bases d'un coup d'agent quadruple bien tordu? Et pour terminer cette vidéo, je vous ai gardé la thématique qui me casse le plus les burnes, l'implication des voyages dans le temps, avec tout ce que ça implique de paradoxe temporel ou de multiverse. Prenons un exemple concret de paradoxe temporel. Dans Half-Life Alyx, donc en 2015, Alyx empêche la mort de son père vers 2020, mais en échange elle se fait capturer par le G-Man, du coup Gordon ne la rencontrera jamais dans Half-Life 2 et ne pourra donc pas vivre tous les événements qui le mènent à assister à la mort d'Eli Vance. Paradoxe temporel. Maintenant, si on part du principe qu'Alyx sauve son père, puis reprend tranquillement sa vie normale en 2015 pour ensuite revivre tout Half-Life 2 exactement comme on l'a connu, pourquoi ne semble-t-elle jamais évoquer ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle oublie tout une fois libérée? Est-ce que c'est volontaire, comme une sorte de clause tacite dans le contrat du G-Man? Ou alors, est-ce que le G-Man lui-même intervient pour s'assurer qu'Alyx joue son rôle dans Half-Life 2 sans foutre la timeline en l'air? Paradoxe temporel ou alors gros merdier. C'est là qu'on commence à s'interroger sur la vraie nature des manipulations temporelles du G-Man. Est-ce qu'il corrige activement les anomalies qu'il cause lui-même pour maintenir une timeline cohérente? Ou alors est-ce qu'il navigue dans une logique multivers où toutes les possibilités coexistent et le joueur n'a accès qu'à une seule version spécifique des événements? Et si c'est bien une histoire de multivers, alors chaque modification crée une branche parallèle? Ça voudrait dire qu'il y a potentiellement une version où Ellie meurt, telle qu'on l'a vu dans Half-Life 2 épisode 2, et une où il survit en échange d'Alyx, telle qu'on l'a vu dans Half-Life Alyx. Après tout, est-ce que ces questionnements ne seront pas justement le terrain de jeu de Valve pour nous offrir un concept totalement unique dans Half-Life 3 ?